trouve que c'est un film qui a été un peu oublié avec le temps. Et pourtant, c'est celui-ci, Hors d'atteinte, avec George Clooney et Jennifer Lopez. C'est un film de Steven Soderbergh. Et c'est un bon petit film de thriller, braquage. C'est vraiment le jeu un peu du chat et la souris, l'histoire un peu d'amour. Le problème de cette version que j'ai, c'est une version collector qui date de 2099. Donc c'est vraiment pareil, une des premières éditions collector. Je trouve que ce film-là a été un peu oublié avec le temps, alors que c'est probablement une des meilleures prestations, je trouve, de George Clooney. Le duo marchait très bien avec Jennifer Lopez, franchement. Il y avait Ving Rhames aussi, qu'on voit dans l'émission Impossible. Il y avait vraiment un gros casting. John Cheadle aussi. Particularité, je ne sais pas si vous en souvenez, mais quelques années après ce film, ils ont fait une série télé basée sur le personnage de Jennifer Lopez qui s'appelait Karen Sisco dans le film. Il y avait vraiment un gros casting, adapté d'un roman de Edmond Leonard, à qui on doit Jackie Brown. Et d'ailleurs, donc fun fact, je fais le parallèle volontairement parce qu'en réalité, ces deux histoires sont liées plus ou moins. Déjà parce que l'un et l'autre sont des adaptations de romans de Edmond Leonard, et que surtout, dans ce film-là, vous avez Michael Keaton, que vous voyez ici, qui joue un policier. Et ben Michael Keaton, figurez-vous, reprend son rôle dans ce film-là. Donc les deux films sont plus ou moins liés les uns aux autres. Et ça, je suppose que vous ne le saviez pas, que Jackie Brown de Tarantino et Hors d'atteinte de Steven Soderbergh étaient liés. Je dois vous avouer que j'ai découvert Tarantino relativement tard, parce que c'est quand même des films qui s'adressent à un certain public. Moi j'ai commencé Tarantino en 2006 par, quand c'est sorti, Kill Bill. Donc moi j'ai commencé par Kill Bill, qui est sorti en 2003, où j'étais au lycée. Donc j'ai commencé par cela, que j'ai évidemment adoré. Donc après j'ai commencé à compléter la collection. Je vais pas être très original, mais mon cœur balance sérieusement quand même entre ces deux-là. Parce que bon, Pulp Fiction c'est quand même complètement barré, il faut quand même se le dire. Ça part dans tous les sens, et puis c'est une masterclass. Hein. Puis c'est une palme d'or, hein, les enfants, hein. Faut pas l'oublier, hein, palme d'or en 94. Mais j'avoue que j'ai quand même un petit faible pour Reservoir Dogs, qui est ultra violent. Beaucoup plus, c'est le film le plus violent, je pense, de sa filmo. Vous savez, là, quand même des séquences de torture avec un sadisme. Je pense qu'il devrait consulter. Le casting, c'est quand même. Enfin, je suis désolé, mais le casting, vous avez quand même Michael Madsen, Harvey Keitel, Tim Roth, Steve Buscemi. C'est quand même pas n'importe qui, vous voyez. C'est son premier film et je crois qu'il était déjà présenté à Cannes et qu'il avait obtenu le prix du jury ou quelque chose comme ça. Moi je pense que quand tu dis aux gens Tarantino, moi je pense que les gens ils pensent essentiellement à ces deux-là aujourd'hui, franchement. Je pense qu'aujourd'hui les gens ils pensent à cela. Je pense qu'ils vont penser au dernier qui est sorti, donc Once Upon a Time in Hollywood, DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. Il y a ce mélange de la réalité avec une réécriture pour passer en fiction, parce qu'il faut quand même savoir que les événements se déroulent au moment où le réalisateur Roman Polanski était avec sa femme Sharon Tate, et que celle-ci a été assassinée dans la vraie vie par des gars du clan de Charles Manson. Merci. Et évidemment dans le film, ça va vriller essentiellement par l'intermédiaire de Brad Pitt d'ailleurs. Et je trouvais ça intéressant, cette réécriture de l'histoire. Hommage évidemment au cinéma aussi, que ce soit le haut et le bas, avec la déchéance de l'acteur joué par Leonardo DiCaprio, qui était un acteur de série télé, etc., qui n'aura jamais eu la carrière de cinéma. Donc encore une fois, c'est pareil, c'est toujours très documenté parce qu'il part dans tous les sens, mais sur le fond c'est du vrai. Je pense que son plus gros succès commercial c'était celui-ci. Alors mérité, oui et non, c'est le plus mainstream, parce que. Mais après ce qui est quand même extraordinaire dans ce film, c'est que les dialogues, évidemment, à regarder en VO. De toute façon, un film de Tarantino pour moi, ça ne peut se regarder qu'en version originale, puisque tout est sur les dialogues. On le sait, chez Tarantino c'est les dialogues. Uniquement les dialogues. Donc cette prouesse-là, de faire l'exercice d'écrire des dialogues, à la fois en anglais, à la fois en français, à la fois en allemand, ça jongle entre les langues au milieu. Vous avez la séquence dans le bar avec Michael Fassbender qui est censé être un espion qui se fait trahir par le fameux geste du 3, au lieu de dire 3. En vrai le film est très bien, hein, je le dis encore, mais c'est juste que, selon moi, par rapport à tout ce que a pu proposer Tarantino, c'est pas le meilleur. Je crois qu'en réalité, Les 8 salopards, je ne l'ai pas encore regardé. J'ai regardé la première heure, je crois, mais pas plus. Alors, il est très bien, et ça fait plaisir encore une fois, parce que hommage au western, tourné en 70 mm en plus, c'est marqué. Donc, pas de vision 70 mm, ce qui lui donne aussi ce cachet vraiment de films un peu comme les films d'époque, vous voyez. Il me semble que c'est ce film-là dont la musique est composée par Ennio Morricone, qui a quand même une carrière de ouf
qui a fait vraiment des plus belles bandes originales de films, a obtenu l'Oscar uniquement pour ce film-là. Et après, moi je dois vous avouer que j'avais beaucoup aimé celui-ci aussi, parce qu'encore une fois, c'est un film vraiment un peu pastiche, hommage de ces fameux films de série Ultra Z. Il faut savoir que dans les vieux cinémas des années 70, on projetait toujours un film un peu naze, suivi d'un film un peu moins naze. Et c'était vraiment le truc kiffait Tarantino quand il était jeune. Il a eu ce délire de faire en fait un diptyque au départ avec Robert Rodriguez, et donc il y a eu d'un côté Boulevard de la Mort et de l'autre Planète Terror. Alors je trouve Planète Terror un peu mieux réussi parce que beaucoup plus barré. Celui-ci peut-être un peu plus terre à terre d'une certaine façon. Bon, après c'est normal, c'est le propos. D'un côté vous avez un cascadeur qui apparaît après se faire un peu maltraité par trois nanas qui décident de les buter. Là vous avez une histoire de scientifique, de zombies et tout, donc c'est un peu différent. Il y avait quand même un casting de ouf, hein, parce que regardez, il y avait quand même Bruce Willis d'un côté. Et donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, le film Planète Terror ouvrait sur une bande-annonce. Donc ce qui était au départ un délire de bande-annonce est devenu quand même 2 films, parce qu'il y a eu Machete, le premier, avec donc évidemment l'acteur qui joue dedans, Danny Trejo, il y avait Robert De Niro, Jessica Alba, Michelle Rodriguez, Steven Seagal, Don Johnson et Lindsay Lohan. Et après ils ont fait une suite qui s'appelait Machete Kills, qui était la suite. Je dois vous avouer que je me souviens pas trop de celui-ci. Je crois que beaucoup se souviennent de Jessica Alba dans le premier Machete. Je dois vous avouer qu'il y a quand même ce truc là dont j'ai parlé sur Discord, qui est complètement débile, mais bon. Et Camoulox hein, quand même un peu. Hein. Celui-ci, Top Dog, c'est... Je crois que c'est pareil, je crois que on a dû me l'offrir dans les premiers trucs que j'ai pu avoir. Je me demande si j'ai pas aussi... Ah voilà. En fait j'ai quasiment les tout premiers. Et après ça a été les 2 suivants de la collecte en réalité. Donc il y avait celui-ci en revanche très bon film d'action, on reverra jamais avec Gina Davis. Il y a Brian Cox aussi qui jouait dedans, Brian Cox qu'on voit aujourd'hui dans la série Succession. Il y avait Samuel L. Jackson qui avait des cheveux à l'époque. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est plutôt un bon film d'action de Renny Harlin. Renny Harlin qui est un réalisateur qui a eu une très bonne carrière à Hollywood, puisque derrière, il a fait, je crois, Renny Harlin, il a fait un des Die Hard hein, d'ailleurs. Hein, mais il a aussi fait le fameux L'île aux pirates. Vous savez, ce fameux film d'ailleurs aussi avec Gina Davis qui était sa femme, qui a été le pire four de Hollywood. Le délire c'est qu'en gros vous avez une nana qui est amnésique depuis 8 ans, donc du coup elle ne sait plus qui elle est. Et donc d'un seul coup il y a des gens qui débarquent dans sa vie et qui vont la tabasser. Ça va réveiller sa mémoire, elle va se transformer du coup en ce qu'elle était avant. En revanche, alors celui-ci, vraiment pour la connerie, hein, c'est vraiment vous prenez Walker Texas Ranger, vous lui foutez un kleps, et c'est pareil. Je pense que le pitch est de dire, bon Chuck, il faut qu'on fasse un truc avec, pour les gosses un peu, tu vois. Ça va stataner un peu la gueule, mais c'est cool, tu vois. Il y a 2-3 punchlines à la con, vraiment c'est... Voilà. Ton film tout pourri, mais que tu adores. Je veux dire celui-là. Parce que quand même... Par nostalgie encore une fois, vous prenez Renaud, Depardieu, Johnny, Harvey Keitel. Tout est à chier dans ce film, hein. Il n'y a rien qui va, hein, on est d'accord. Hein. Mais quand même, ça a de la gueule. C'est nul, mais ça a de la gueule. Mais je crois que j'ai un peu de sympathie pour ce film, malgré tout. Polar français, parce que pour moi, je pense qu'il rentre un peu dans la catégorie polar. Bah, je vais vous parler de Vidocq. Et il était sympa celui-là, ouais, mais je trouve qu'il s'est fait un peu déboîter par la critique sur certains aspects. Le film a une esthétique très particulière, mais cette esthétique s'explique par le fait que c'est le premier film français tourné en numérique. C'est-à-dire que tous les films étaient à l'époque tournés en pellicule. Le film a été tourné dans les années en 2000, 2001. Il est sorti en 2001, donc il a dû être tourné dans les années 99-2000. Et donc évidemment, les premières caméras numériques n'étaient pas en 4K, mais en HD, c'est-à-dire un peu comme mon téléphone, vous auriez une qualité comme ça. Ils ont du coup évidemment utilisé, on va dire, les défauts de la caméra HD pour l'esthétique justement du film. Tout a été bien travaillé et justement les effets spéciaux du coup fonctionnent bien puisque numérique, tout numérique c'est beaucoup plus simple.